Voilà, donc deuxième partie de cette présentation du lien entre Covid et histamine et surtout antihistaminique. Donc on a vu, on va le rappeler succinctement, on a vu la genèse de l'idée, hein, qui repose en fait sur des constats, avec un constat de répartition d'impact de la maladie en fonction des classes d'âge, puisqu'on a vu, on voyait en février 2020, hein, je vous rappelle qu'il faut contextualiser tout ce qu'on va dire là, c'est valable dans le contexte janvier, février, mars, grosso modo 2020. Hein. Évidemment, c'est pas tout à fait transposable avec les données qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, bon, peu importe. La répartition des malades de Covid nous a à l'époque étonnés, puisqu'on avait essentiellement les sujets immunoréactifs, donc des sujets jeunes, 20-79 ans, qui étaient majoritairement affectés, de l'ordre de 95%, on voit sur les graphiques tout à l'heure. Premièrement. Deuxièmement, une évolution de la maladie Covid qui était très hétérogène, qui est toujours d'ailleurs très hétérogène, avec des cas graves d'emblée, des formes asymptomatiques, des formes explosives, d'autres beaucoup plus abattardives. Et puis, troisième point qui nous a interpellés à l'époque, c'était la symptomatologie clinique qui correspond à quelque chose qu'on connaît, qu'il y a une amine biogène qui s'appelle l'histamine. Et pour les plus aguerris, vous avez sans doute, depuis la première vidéo et la partie 1, fait le lien entre ce logo, hein, qui nous a été créé par notre contact londonien Bruno, qu'on remercie, et puis ce diagramme et l'histamine, puisqu'on a effectivement, vous voyez au centre un petit virus, ce qui ressemble à un petit virus, et autour les effets de ce petit virus, notamment au niveau clinique, hein, un peu comme schématisé sur ce diagramme, et puis la molécule d'histamine. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, d'où vient ce logo. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, pardon. La deuxième partie, les retours terrain et leur mise en forme. Alors, le retour terrain va être fait à partir de données de confrères, hein, puisque les docteurs Arminjon, moi-même, donc Gonnet et Kaji, comme c'est bien marqué là, ne travaillaient pas. C'est important, hein, au moment de cette étude. Pourquoi on ne travaillait pas, et ça va nécessiter une explication, bien évidemment. Alors, on était tous ensemble au sein d'une structure, d'une clinique. Et puis, malheureusement, en décembre, janvier 2019-2020, on a eu l'infortune de, enfin si plutôt, la fortune pour la suite, enfin fortune, chance, hein, de trouver au sein de nos collègues un médecin dont la pratique était extrêmement suspecte et qui finalement s'avéra être très répréhensible, puisqu'il est actuellement sous le coup de 8 assassinats, je crois, pour l'instant. Il est toujours présumé innocent, bien évidemment. Et nous, on a été lanceurs d'alerte. Et en tant que lanceur d'alerte, évidemment, il y a des fois, ça se passe pas si bien que ça, tant sur le plan relationnel avec l'employeur que sur le plan émotionnel, évidemment. Donc, on a été rapidement en arrêt de travail pour différentes raisons. Ce qui est intéressant, et donc on le précise ici pour une raison simple, la première, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas utiliser des données à partir des patients qui étaient les nôtres, donc on a utilisé des données de confrères, ça vous explique ce point-là. Et puis, ça peut avoir une incidence un petit peu sur la suite, hein, puisque la déclaration, l'alerte qu'on a fait, on l'a fait au niveau de l'ordre des médecins, logiquement, et puis qu'on a appris par la suite dans la presse et par la presse, que le médecin, alors j'ai un peu de mal à appeler un médecin, enfin le monsieur en question qui maintenant est sous le coup de mise en examen pour 8 assassinats, jusqu'à preuve du contraire, était déjà connu pour avoir des démêlés avec la justice, notamment pour une agression sexuelle. Et puis, il avait été condamné de façon ferme, hein, je vais dire, enfin pas ferme, mais de façon
officielle pour ces faits, avec une interdiction judiciaire d'exercice de 2 ans. Et la presse nous a appris que cette interdiction d'exercice n'aurait pas été respectée pleinement. Mais ça, ce sont les propos de la presse. Par contre, on va voir que ça aura peut-être un impact sur la suite de notre affaire de mise en avant dans le Covid. Bon, alors ceci dit, voilà, donc on était en arrêt de travail, ce ne sont pas des patients. Nous avons été licenciés par notre employeur pour avoir parlé dans le Covid, et puis nous avons été attaqués par l'ordre des médecins, hein, dès mai 2020, bon, on en reparlera, pour avoir parlé dans le Covid. Mais ceci n'expliquant absolument pas cela. Voilà, donc revenons à la mise en forme, hein. Donc nous avons réalisé une synthèse un petit peu des données que nous remontaient nos collègues de terrain, qui eux avaient un exercice et une pratique à l'époque, hein. Euh, Grosso modo, on a des recueils de données qui sont liés à la pratique, hein, et ça je tiens bien à le préciser, totalement autonome, juste, voilà, nos collègues ont été séduits par l'idée qu'on leur a proposée et ont utilisé leur prescription aura et même, hein, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, hein, ça n'a pas été fait du tout dans l'intention de. Nous, voyant qu'on n'avait absolument pas de retour au niveau des universitaires, notamment français, on s'est dit on va peut-être leur mettre un papier un peu plus en forme. Et puis surtout, les retours terrain étaient très bons, mais étant subjectif, hein, c'est-à-dire qu'on avait, tiens, ton truc, ça a l'air de marcher. On a cherché quand même à voir si effectivement il y avait quelque chose de, de positif en termes d'efficacité là-dedans. Donc on a repris les dossiers qui étaient fournis par nos collègues. Bien évidemment, eux ont demandé l'accord à leurs patients, tout ça est transparent. Et on a fait un recueil d'observations avec l'utilisation au RAMM d'une molécule qui est un antihistaminique chez les patients qui ont été étiquetés Covid dans la pratique de premier recours sur critères cliniques. Alors pourquoi sur critères cliniques? Eh bien parce que je vous rappelle qu'on est en janvier-mars 2020, là, février, mars, ouais, peut-être. Et que, le recours la paraclinique, c'est-à-dire au test PCR, est extrêmement difficile. Il est extrêmement long également, c'est-à-dire que quand on fait une PCR, quand on peut la faire, ben on a les résultats au bout de 5 à 7 jours, ce qui veut dire que, grosso modo, les médecins de terrain, ils ont le résultat de l'analyse quand le malade est mort, ou rien. Que, de plus, l'accès à la PCR est extrêmement difficile, pour une raison que j'ignore. Pendant très longtemps, ce test était réservé aux gens qui étaient en réanimation, avec sur la porte marqué Covid, et on allait faire les tests Covid sur des gens qui étaient dans des unités Covid. Bon, on pourra en parler à loisir. Quoi qu'il en soit, les praticiens de terrain n'ont pas accès à cette RT-PCR, et puis surtout, SARS-CoV-2, et puis surtout, bah, c'est pas vraiment la pratique usuelle en médecine. C'est-à-dire qu'en médecine, on ne fait pas un diagnostic sur un examen, on fait un diagnostic sur un ensemble, et notamment sur un ensemble de critères cliniques, sur des diagnostics différentiels qu'on va écarter. Si un médecin attend que le labo lui dise quel est le diagnostic, c'est un peu compliqué. Donc, premièrement, la pratique médicale doit rester clinique, donc on doit inclure ces patients dans un dans un diagnostic à partir de l'anamnèse et à partir de l'examen clinique, conforté ou infirmé après, bien évidemment, par des examens paracliniques. Quoi qu'il en soit, l'examen paraclinique en question, la RT-PCR, n'est pas très accessible, est extrêmement longue en termes de retour, et puis surtout, la fiabilité de ce test, même à l'époque, hein, au premier trimestre 2020, est mise en cause par un certain nombre d'équipes. Donc là, on le voit sur certains papiers. Donc c'est un peu sujet à caution. Donc on est parti sur des critères purement cliniques qui, de toute façon, est la pratique qui est la nôtre, hein, celle des médecins de premier recours, celle des médecins qui voient les patients. On n'est pas dans un but de recherche, puisque de toute façon, c'était pas le but. Nous, ce sont des données colligées et de retour terrain
qu'on a mis en forme pour pouvoir mieux les présenter. Donc on a obtenu 26 cas d'observation rétrospective à partir des communications des praticiens en activité qui ont exercé leur libre droit à la prescription ORA-MM. Je rappelle que ORA-MM, ça veut dire hors autorisation de mise sur le marché. Hein. Un médicament, il est donné, il est autorisé pour une indication, plusieurs, mais globalement sur une ou plusieurs indications. Et puis quand on le sort de cette indication, ben, on doit préciser qu'on sort ce médicament de l'indication, hors autorisation de mise sur le marché, afin qu'on puisse répondre aux besoins du patient. Ça, c'est parfaitement autorisé. Ça l'était, ça l'est toujours. Pour combien de temps, on verra. De manière réglementaire, puis de manière déontologique, avec des conditions à respecter qu'on rappelle ici. Donc ça a été parfaitement fait par nos collègues. Donc 26 patients qu'on a eu en termes de dossiers et sur les observations rétrospectives, qui ont été pris en charge avec globalement 3 molécules principales. Toutes ces molécules, tous ces antihistaminiques étaient des anti-H1. Hein. Alors les antihistaminiques, il y a plusieurs classes d'antihistaminiques, parce qu'il y a plusieurs types de récepteurs à l'histamine, il y en a 4. En pratique thérapeutique, on a surtout développé deux grandes classes, enfin deux grands bloqueurs hein, de récepteurs à l'histamine, les anti-H1 et les anti-H2. On reverra. Voilà. Là, en l'occurrence, tous ces patients avaient été traités par leurs médecins par des antihistaminiques anti-H1 de deuxième génération. Alors là encore, petite précision, pourquoi deuxième génération? Parce que les antihistaminiques qui sont connus depuis 1937, je crois, ils sont synthétisés depuis 1942, donc c'est pas nouveau, il y a eu plusieurs générations. La première génération d'antihistaminiques a un effet qui était extrêmement, enfin, qui est sédatif. On utilise encore hein, ces médicaments, notamment en prémédication avant les opérations, en médecine psychiatrique d'ailleurs, et parfois en somnologie. Voilà. Et puis la deuxième génération, qui est venue donc un peu plus tard, qui est beaucoup moins sédative, voire pas du tout sédative, qui est la classe thérapeutique, la génération d'antihistaminiques anti-H1 qui est essentiellement utilisée. Donc, dans notre travail de synthèse, on a observé donc 3 molécules principales qui avaient été utilisées. La cétirizine, deslorotadine et la lévocétirizine. Alors, on ne donnera pas les noms commerciaux parce que c'est pas le but, mais peu importe. Hein, donc, trois molécules qui ont toutes les 3 une activité anti-H1 et qui sont toutes les 3 de deuxième génération. Le panel de patients était comparable aux données de la littérature de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait globalement une répartition sur les 20-79 ans, avec un sex ratio, donc le sex ratio c'est le rapport, c'est le ratio entre les hommes et les femmes, qui était parfaitement équilibré, un âge moyen qui était au gros de 50 ans. Quoi. Donc superposable, il n'y avait pas de population pédiatrique, il y a une petite part gériatrique, mais une population superposable à ce qu'on trouvait dans la littérature. Donc on peut comparer notre petit échantillon aux données bibliographiques globales. La symptomatologie clinique, bon, on l'a répertoriée ici. Alors évidemment, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les bons symptômes répertoriés par la France, et puis on a quand même ajouté quelques symptômes qui n'étaient pas vraiment admis dans les... Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas admis, c'est qu'ils n'étaient pas encore classés par les Français, mais qui étaient déjà bien classés à l'étranger, notamment les éruptions cutanées et les lombalgies, qui étaient qui sont assez spécifiques d'une infection Covid. Donc on est allé regarder la guérison ou la non-guérison de nos malades, enfin de nos malades, pas de nos malades, justement, des malades de nos confrères. On va dire par abus de langage, hein, et c'est pas la peine d'aller nous faire des procès pour ça. On parlera peut-être de nos malades, puisque finalement on s'est occupé de leur dossier, donc on va pas dire de nos numéros. Hein. Voilà. Donc ces malades. On a défini des critères de guérison. On s'est dit, bah voilà, ils vont prendre un traitement. Ils l'ont pris. Au bout de combien de temps on a eu une amélioration clinique et une disparition des symptômes. Donc, en combien de temps ils ont été guéris. Donc, on a défini un critère de guérison. Bon, aléatoire. Hein. On a dit, bah, on va laisser 3 jours au traitement pour faire effet. Puis, pour être sûr que le malade soit bien guéri, on va
on va attendre 2 jours de consolidation pour être sûr que ce soit bien, non pas une petite amélioration passagère, comme on voyait de temps en temps dans les Covid, mais vraiment une guérison complète et entière. Les résultats ont été les suivants. On a retrouvé dans l'échantillon 95% des patients qui étaient répondeurs sous ce critère de guérison, c'est-à-dire que 95% des patients guérissaient en gros dans les 5 jours, avaient guéri dans les 5 jours, de manière assez nette, hein, voilà. Ceci dit, ils ont guéri, mais on a voulu aller voir où ils avaient guéri, s'ils avaient guéri chez eux, à l'hôpital, en réanimation, ou au cimetière. Donc on a comparé ce qui était connu à l'époque, janvier-mars 2020, par rapport à la théorie donc de l'évolution du Covid, pas la théorie théorique, mais la théorie à partir des observations des malades Covid dans le monde. Hein. On avait une répartition, grosso modo, qui était celle-là, sachant que là on est sur des patients symptomatiques, bien évidemment, avec des formes bénignes dans 80% des cas, des formes sévères dans 15%, puis des formes graves dans 5% des cas. Donc, rapporté à notre échantillon, on est allé voir si on retrouvait cette répartition avec l'utilisation des antihistaminiques chez nos patients. Et ben non, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'on a tous nos patients qui restent en forme bénigne, alors que l'attendu théorique était d'avoir 21 patients en forme bénigne. On n'avait pas 21, on avait 26. 4 patients en forme sévère, on n'en avait pas. Et puis, un patient en forme grave, on n'en a pas eu non plus. Donc, quelque chose de plutôt encourageant. Alors après, ça c'est bien évidemment sur la définition guérison à 5 jours qu'on a fait. On est allé voir quand même la vraie durée nécessaire pour la guérison après la prise d'antihistaminique. Donc on est allé voir, après mise en route du traitement antihistaminique, en combien de temps les patients guérissaient. Et la moyenne retrouvée est de 2 jours, hein, avec une répartition qui est assez homogène, grosso modo. Et c'est assez intéressant, puisqu'à l'époque, le Haut Comité de la Santé publique français nous parlait de 2 semaines d'évolution de la Covid. Alors même si 2 semaines, c'est peut-être un peu large, mais à l'époque, c'était quand même des évolutions sur 14 jours. Hein, voilà. Même si on divise par 2, hein, entre 2 jours et 2 semaines ou une semaine, il y a quand même un gap. Hein, une bonne différence. Donc on s'est dit, là, il faut aller creuser encore plus. Et on s'est attaché à aller voir un petit peu l'amélioration clinique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amélioration? C'est le moment où le patient nous dit « Ah bah ça m'a fait du bien votre truc, docteur ». Pas le moment où il est guéri, hein, le moment où il ressent les premiers symptômes s'améliorant. Quelqu'un qui a mal à la tête ou qui a de la fièvre, qui nous dit bah, « j'ai moins de fièvre, j'ai moins mal à la tête ». Ce qui ne veut pas dire qu'il en a plus, ce qui veut dire qu'il en a moins. Sur toute ou partie des symptômes. S'il y a plusieurs symptômes, ce qui est en général le cas, il peut y avoir une disparition d'un symptôme et pas des autres, ou une amélioration de tous les symptômes mais pas une disparition totale, ou une amélioration de certains, une disparition d'autres. Voilà. Donc, à partir du moment où, globalement, le malade nous dit votre truc a fait du bien, je me sens mieux. Ça, ce délai moyen, il était de 6 heures, ce qui est interpellant pour chacun, puisque c'est un délai assez homogène, hein, qui a été rapporté de façon assez homogène. Alors, pourquoi on le sait aussi bien? Parce que les dossiers étaient extrêmement bien tenus. Et ils étaient bien tenus parce qu'effectivement, au moment où on fait le recueil des données, au moment où nos collègues, eux, avaient prescrit des antihistaminiques hors AMM, une prescription hors AMM dans le contexte janvier-février 2020 sur une maladie pour laquelle on a énormément d'informations médiatiques et de tapage médiatique, on nous épluche les morts tous les soirs, etc. C'est un peu anxiogène. Et les médecins étaient extrêmement soucieux, il y en a, de l'état de santé de leurs patients Covid, et donc avaient mis en place un contrôle régulier un petit peu de l'évolution des gens. Et du coup, on a des dossiers qui sont extrêmement riches, extrêmement bien tenus. Et on remercie beaucoup le docteur Réseau France pour sa contribution. Donc des dossiers qui sont extrêmement exploitables pour la plupart. Alors, vous voyez, on a peut-être pas, mais là, on n'a pas tout à fait 26 patients sur ce graphique parce que toutes les données n'étaient pas exploitables. Mais enfin, la plupart du temps, sur les 26 patients, on a pu exploiter la totalité. Là, par exemple, sur ce graphique-là, on a une exploitation qui peut se faire sur 21 patients. On a
5 patients pour lesquels on n'a pas cette notion d'amélioration. Donc, toutes les statistiques qu'on a pu en tirer, bah, elles n'étaient pas sur 26 ou sur 21. C'est marqué à chaque fois, hein, sur le nombre, pas ici, mais sur l'étude réelle. Voilà, donc une répartition assez homogène et puis une amélioration clinique qui est décrite au bout de 6 heures. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les patients qu'on présente ici, on les avait classés, enfin on les a classés là sous ce graphique, en fonction de leur précocité de prise du traitement. Donc plus le patient est sur la gauche du graphique, plus en fait il a pris tôt le traitement par rapport au début de sa maladie Covid. Et on voit quand même se dessiner quelque chose d'assez intéressant qu'on est allé explorer par la suite, qui est l'impression qu'on a une relation linéaire, enfin presque linéaire, on a une relation entre la précocité de prise et l'amélioration clinique. C'est intéressant, puisque c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre dans la fameuse cascade immuno-inflammatoire. Donc on a été allé voir ça de plus près. On a classé donc nos patients en groupes de précocité de prise du traitement. Donc on les a classés en fonction des délais qu'ils ont mis pour consulter et être traités à partir du moment où les premiers signes de Covid étaient apparus. Donc on a fait quatre groupes. Le premier groupe en bleu, c'est un groupe de patients qui ont reçu le traitement entre 1 et 3 jours après le début de leurs symptômes. Le deuxième groupe entre 4 et 6 jours, 7 et 9 jours. Et puis après, le dernier groupe, le jaune, des patients qui ont eu le traitement au-delà de 9 jours d'évolution. Donc, plus très contributif, puisque 9 jours plus 3 jours de guérison, on arrive à 14 jours, donc une guérison qui ne peut pas vraiment se détacher nettement. Mais enfin, peu importe. Ce qu'on voit clairement sur cette répartition, quand on répartit les patients comme ça, c'est quand même que la guérison, là c'est la guérison, semble plus rapide chez les patients qui prennent le traitement le plus tôt, le plus précocement. Les patients dans le groupe numéro 1, là, les patients en bleu, guérissent en 4,8 jours. Alors je vous rappelle que notre définition de la guérison, c'était 2 jours de consolidation. Donc si on enlève ces 2 jours, on est à 2,8. Hein. De la même manière, les suivants vont être donc à 5,28 et les suivants à 6 et quelques. Voilà. Donc on a l'impression qu'effectivement, plus les patients prennent le traitement tard et plus il faut longtemps pour les guérir, ou à l'inverse, plus ils les prennent tôt, précocement, et plus la rapidité de guérison est obtenue. Mis sous une autre forme visuelle qui est peut-être plus évidente, ça donne ça. Et là, on voit nettement, effectivement, qu'on a une sorte de relation, un peu, alors la flèche elle est didactique, mais on a une relation qui semble un peu linéaire entre la précocité de prise de traitement et la disparition des symptômes Covid, donc la guérison du Covid. Si on s'attache maintenant à l'amélioration clinique, donc l'amélioration totale ou partielle de certains symptômes, hein, qui peuvent revenir éventuellement un peu après, donc le moment où le patient nous dit tout m'a fait du bien, me soulage un peu, ça donne ça. Alors là, il n'y a plus les couleurs, mais c'est toujours le même groupe de patients, hein, il y a des qui changent. On voit bien que là aussi, on a une répartition qui est une répartition en fonction de la précocité de prise, où on a une amélioration qui est plus précoce. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, pour plusieurs choses. Cette répartition-là, par groupe, et puis qui a l'air un peu linéaire au niveau de la cinétique de prise du traitement, elle n'est pas stochastique, elle n'est pas aléatoire. Ça ne peut pas non plus être un effet placebo. Pourquoi? Parce qu'on aurait des points qui seraient beaucoup plus éparses. Là, on a quand même un lien net entre certaines évolutions, notamment ce côté un peu linéaire avec le temps. Plus on prend tôt, plus on guérit tôt. Plus on prend tôt, plus on s'améliore tôt. Ça, c'est quand même, ça se dégage assez nettement. Même si c'est un tout petit échantillon, qu'il faut prendre toutes les précautions d'usage, c'est intéressant puisque ça peut démontrer un effet pharmacologique et ça nous confortait dans notre théorisation. Puisque ça, c'était attendu sur le plan théorique, hein, c'est-à-dire qu'on avait défini au tout début, je vous renvoie à la première vidéo, certains éléments, notamment celui de la fameuse cascade immuno-inflammatoire et la petite pierre qui roule, c'est que plus on va intervenir tôt, plus on va bloquer tôt. Hein,
ce qui a l'air de se dégager là. Alors ça nous a conforté à dire qu'il faut vraiment qu'on creuse les antihistaminiques parce que c'est intriguant d'avoir une courbe comme ça. Et bah, c'est certainement pas lié à un effet stochastique et c'est certainement pas lié non plus à un effet placebo puisqu'on a une répartition dans les groupes qui est complètement homogène, euh, voilà, à part deux exceptions. Tout le reste semble quand même bien linéaire a priori. Voilà, donc ça nous a incité à dire non, non là, il faut vraiment aller. Ça confortait ce qu'on pensait, ça c'est sûr, mais ça confortait surtout l'idée qu'il fallait que les équipes s'y penchent de plus près. On va présenter un cas, le fameux 27e cas. Vous savez, dans toutes les études, il y a toujours un cas qui vient à la fin, en plus. Eh ben, c'est celui-là. Alors, ça, il est intéressant, ce cas, parce qu'il est assez emblématique de ce qu'est le Covid et ce qu'est la prise en charge du Covid. Et puis, c'est intéressant de se retransposer à l'époque. Alors ça, c'est le cas d'une infirmière qui travaille au tri des urgences, tri malade, tri Covid, hein. Donc qui a une forte exposition potentielle au SARS-CoV-2, donc au virus. Pour info et rappel, en janvier, février, mars 2020, les infirmières avaient un sac plastique qu'elles se fournissaient certainement elles-mêmes en plus, et puis un mouchoir pour 8 heures de temps, et puis basta. Et ça donne ça. Ça donne une infirmière qui nous fait plusieurs Covid. Alors, sur le graphique là, on voit donc sur la gauche tous les symptômes avec une barre grise qui représente leur durée d'évolution. Vous voyez par exemple que sur le premier épisode, on n'a pas de douleur thoracique, alors qu'il sera présente cette douleur thoracique sur le deuxième épisode, alors que les signes digestifs n'y sont pas. Bon, bah, pour interpréter. Après, le petit trait ascensionnel ou en pente descendante, ce sont l'évolution de la puissance des symptômes. C'est-à-dire qu'on voit sur son premier épisode que la dyspnée c'est la gêne pour respirer, va crescendo, c'est-à-dire qu'augmente de plus en plus, de même que la fatigue et les maux de tête. Et puis ils vont décroître assez rapidement. Donc on voit bien que dès qu'on introduit un antihistaminique chez cette infirmière, bah, on a une décroissance de la plupart des symptômes très rapidement, et puis une disparition de la maladie assez rapidement aussi. Puis cette infirmière, elle avait ses vacances programmées, donc elle n'avait pas sa surexposition professionnelle, donc tout se passe bien. Par contre, elle reprend le travail et quelques jours après, hop, elle fait un deuxième Covid. Alors le premier Covid n'était pas documenté, le deuxième l'est, bon c'est pas marqué mais il l'est. Par contre, il y avait une symptomatologie qui était complètement différente, avec enfin pas complètement différente, mais qui était un peu inquiétante, puisqu'on avait une douleur thoracique là, qui a apparu assez rapidement, hein, avec la dyspnée et toujours les céphalées. Et puis qui ont disparu, ces symptômes, assez vite à l'introduction de la prise en charge thérapeutique, qui là est un petit peu différente et on rentre bien dans la thérapie multiclasse à déploiement séquentiel, puisque avait été mis l'Ebastine, qui est un anti-H1 de deuxième génération, avec une posologie qui peut être plus importante que ses confrères antihistaminiques. Et puis le montelukast, qui est un antileucotriène. Donc deux acteurs de la réaction immuno deux molécules qui peuvent interagir avec la réaction immuno-inflammatoire. Et une résolution des symptômes qui est assez nette. Donc au final, effectivement, après cette synthèse qu'on a effectuée, on a établi qu'il était pour nous licite de considérer les antihistaminiques comme une stratégie à vraiment prendre en considération dans le Covid, que bien évidemment l'enjeu premier était le blocage au plus précoce de la contamination par le SARS-CoV-2 des effets induits par le contact entre l'hôte et le virus. En gros, plus on agit rapidement, plus on stabilisera les choses rapidement, que l'ensemble des symptômes Covid sont à prendre en considération, y compris les formes paucisymptomatiques, c'est-à-dire peu symptomatiques, ou les formes carrément asymptomatiques mais positives, quand si tant est que la positivité puisse être fiable, parce qu'on avait une crainte, comme on est sur une immuno-inflammation, fatalement, cette immuno-inflammation, elle peut être à bas bruit, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle peut ne pas s'exprimer fatalement sur le plan clinique, donc avec des symptômes, voilà, mais elle peut évoluer de manière insidieuse et conduire doucement le patient sur des séquelles à long terme, telles que par exemple la fibrose pulmonaire ou autre. Donc l'idée, c'était de se dire,
ça serait quand même pas mal de prendre en charge tous les patients, même avec des petits symptômes. Faut pas attendre la réa, loin de là. Voilà. De la même manière, les patients qui n'avaient pas été traités et qui avaient ce qu'on appelle des Covid longs, hein, qui sont pour nous des Covid non traités et puis à forme prolongée, il fallait absolument bloquer la réaction immuno-inflammatoire et donc il fallait les, les prendre en charge. Alors, ce retour terrain, mis en forme ici, hein, il est intéressant puisqu'en science, il y a une notion alors je sais bien que tout s'opère, mais on va reprendre les bases. Il y a deux façons de faire de la science. Soit vous faites ce qu'on vous dit, soit vous observez et vous théorisez. Quand une théorie, celle qu'on avait en janvier-février, se confronte à la pratique, à la clinique, et que la pratique n'infirme pas la théorie, voire la conforte, il faut vraiment les creuser. Donc c'est un peu ce qu'on avait là, et c'est pour ça que on s'est un peu attaché à relancer tous nos contacts. Alors on avait dans l'idée évidemment de, de présenter notre théorie et les retours terrain de manière plus formelle à nos collègues, notamment français, d'où le travail qu'on avait, ou de la curiosité qu'on avait de savoir quelle était la réalité de terrain. Mais là, c'était vraiment amplifié, puisqu'on avait quand même quelque chose qui manifestement était prometteur. Donc on a diffusé à nouveau notre hypothèse de travail, pardon, notre hypothèse et le travail de synthèse qu'on avait réalisé. Le résultat a été assez intéressant. À l'étranger, on a pu développer de multiples contacts avec de multiples équipes, avec des retours encourageants, et puis des opportunités qui se sont créées, et des partenariats, des fois un peu formels. Et puis en France, eh bien, on a eu droit à deux procès disciplinaires, l'un par le Conseil de l'ordre 74, très tôt, en mai 2020, ils ont très très vite réagi. On se demande un peu pourquoi, peut-être qu'il y a un rapport avec ce qu'on avait dit antérieurement. Je crois qu'on était les premiers en France attaqués par un département, hein, j'entends. Alors après, le national nous a évidemment rattrapés, il nous avait oubliés. Voilà, donc ça a donné lieu à des poursuites disciplinaires pour avoir osé communiquer. On a été condamné, on a été blâmé, enfin non pas blâmé, pardon. On a été averti, on a reçu un avertissement pour lequel on a fait appel. Même si c'est la peine la plus faible des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à des médecins en cas de problème avec l'ordre des médecins, on a décidé de faire appel, mes collègues et moi, parce que on estime qu'on n'a même pas d'avertissement à avoir, puisque notre intervention dans le Covid était couverte par la Cour européenne des droits de l'homme dans son article 10, qu'on n'a rien dit d'exceptionnel, enfin d'exceptionnellement grave, hein, que tout ce qu'on a dit est, depuis 30 mois, personne n'a pu nous amener la preuve qu'on avait tort. Donc, cette peine-là, on l'accepte pas, hein, quitte à prendre plus cher, mais on veut pas. Voilà. On estime qu'il n'y a pas de poursuite à avoir. Bon. Ceci dit, on n'est pas là pour ça. Ce débat pourrait être étendu. On arrive sur la troisième partie maintenant de cette présentation du lien entre Covid et antihistaminique. Donc on a vu la théorie, on a vu la confrontation de la pratique, la diffusion effectivement à la fois de la théorie et des retours pratiques. Alors ce travail-là, on va appeler ça une étude. Alors quand on dit étude, faut faire attention avec, avec la France de 2020, parce que tout de suite c'est étude sauvage, illégale, expérimentation sur l'homme. Non, une étude c'est un travail, hein, donc si jamais j'emploie le terme étude, ça ne veut rien dire d'autre que travail de synthèse, de mise en forme comme on a fait. Hein. N'allez pas encore appeler au secours, messieurs du Conseil de l'ordre. Le désordre, ça suffit. Voilà. Alors, en pratique, notre étude, on l'a diffusée un petit peu sur l'ensemble des contacts qu'on avait, notamment à l'étranger, et puis on a eu des retours. Et c'est ces retours-là, bibliographiques notamment,
enfin, des retours et la bibliographie qu'on va voir maintenant. Donc, je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo, puisque comme je vous ai expliqué, on va la scinder en trois, cette intervention. La première partie qui était pourquoi les antihistaminiques, la deuxième, les retours terrain, et la troisième, ça sera le support bibliographique de tout ça. Voilà, bah, à la prochaine vidéo.